J'ai fait un AVC à 25 ans et je vais vous raconter mon histoire. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Julia, j'ai aujourd'hui 38 ans, je suis illustratrice, autrice, artiste, je suis également maman d'un petit garçon de 9 ans, nous sommes une famille recomposée et on habite dans une grande maison à la campagne en Occitanie avec nos 2 bébés chats et notre chienne. Oui, nous sommes une famille nombreuse, j'avoue, j'aime bien dire le mot. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue donc à l'âge de mes 25 ans où j'ai fait un AVC. Et surtout de toute l'errance médicale qu'il y a eu tout autour et aussi surtout des conséquences que ça a aujourd'hui sur ma vie. Donc c'est une vidéo que je vais faire avec le sourire entre guillemets parce que même si c'est une expérience qui reste très traumatisante, aujourd'hui quand même globalement ça va mieux, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et c'est surtout que j'ai apaisé la colère que j'avais envers le corps médical. Donc je vais déjà couper cette vidéo en plusieurs parties. Déjà je vais vous raconter toute l'histoire. Ensuite je vais vous parler de toute l'errance médicale que j'ai eue derrière, le jour où j'ai eu enfin le diagnostic et enfin les conséquences sur ma vie aujourd'hui. Je mettrai les petits trucs là pour chapitrer à chaque fois. Bref. Donc, ça s'est passé, j'avais 25 ans, c'était une après-midi d'été, je me souviens, j'étais encore avec le papa de mon petit garçon dans notre maison que nous avions du coup dans un autre village, mais toujours en Occitanie. Il y avait mes beaux-parents chez moi, il y avait notamment mon beau-père et ma belle-mère. Et en fait, moi j'étais dans la cuisine, j'étais en short, débardeur, voilà, c'est l'été, il fait beau, on profite, je m'installe à la cuisine, je me fume une cigarette parce qu'à l'époque j'étais encore fumeuse. Et puis on papote, patati patata, il y avait mon beau-père qui était dans le salon. Donc en fait vous aviez la cuisine qui était là, une petite porte, et là vous aviez le salon, mais en fait de la salle à manger, pardon, il me voyait en fait assise à la cuisine. Et donc on papotait, tout ça, etc. Et puis en fait là je me lève, et d'un coup d'un seul en fait, ma tête se met à bourdonner, tourner, j'ai une espèce d'énorme pression. Et je commence en fait à partir quoi. Là mon beau-père en fait il s'est levé, mais moi ça je m'en souviens pas très bien. Je me souviens juste que j'ai repris un peu connaissance, en fait j'étais dans ses bras. C'était lui qui me tenait pour éviter que je m'explose le crâne par terre. Et j'avais la tête qui tournait, les oreilles qui bourdonnaient et un mal. Et là du coup il me dit mais ça va et tout. Et là je lui fais ben non, genre je sais pas ce que j'ai, genre je me sens pas bien, je fais peut-être que j'ai pas assez mangé. Donc j'étais blanche comme un cachet d'aspirine, je vais me réinstaller, et là je me dis, ben, il faut que je mange un petit truc, donc je me prends un petit morceau de pain, un petit morceau de pâté, puis ça passe. On va dire ça comme ça, mais je garde toujours cette espèce de pression dans ma tête. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très migraineux de base, j'ai souvent mal à la tête, c'est de famille, c'est génétique, mon papa est comme ça. Donc du coup je prends un ibuprofène et puis je me dis, bon ben voilà c'est bon, on n'en parle plus. Et d'ailleurs c'était une des premières fois de ma vie où vraiment je faisais un vrai malaise comme ça. Ça m'était déjà arrivé de faire des chutes de tension, notamment quand j'avais mes règles quand j'étais plus jeune, mais là vraiment c'était complètement différent. Mais je m'inquiète pas plus que ça. Sauf qu'en fait, plus les heures passent et plus je me rends compte en fait que je suis bizarre. C'est comme si en fait, par exemple, je tourne la tête comme ça, mais en fait mon esprit, lui, il arrive que après. C'est comme si j'avais un décalage au niveau de la façon dont je bouge, de la façon dont j'avance. Et je remarque aussi en fait que tout mon côté droit, j'ai tendance à trébucher. Je me casse la figure dans les escaliers et quand je marche, en fait, j'ai la jambe qui accroche au sol. Bon, je m'inquiète pas plus que ça, je me dis, oh là là, j'ai fait mon malaise, ça m'a fatiguée, donc je décide d'aller me coucher parce que vraiment je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, tout ça. Et le lendemain, je me réveille, alors que j'avais plus mal à la tête, mais par contre j'avais des vertiges et j'avais la tête qui tournait. Et en fait c'était moi qui tournais, vous voyez, c'est pas l'environnement qui tourne, c'était vraiment moi, mon corps qui tournait. Et toujours ce problème là de marche qui allait pas. Donc du coup, ma belle-mère, écoute, elle me dit, ça va pas Julia, il faut que tu ailles voir un docteur, il y a quelque chose qui va pas. Et moi je lui dis, ouais c'est vrai, c'est bizarre, on dirait que j'ai un truc qui a pété dans ma tête, genre c'est trop bizarre. Mais à aucun moment j'ai pensé à un AVC, vraiment à aucun moment. Donc du coup, je disais, ouais il y a un truc qui a pété dans ma tête, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre.
Et donc du coup on décide d'aller chez le docteur. Donc le docteur m'ausculte, tout ça, j'ai un peu de tension, mais il me dit ben non, ça va, vous avez quand même... Bon, j'ai un équilibre assez précaire de base, parce que je suis malentendante depuis toute petite, donc du coup j'ai juste un problème d'équilibre. Et il me dit ben non, par rapport à d'habitude, il n'y a pas plus de trucs, il me fait, vous voyez les tests là, pour savoir si j'arrive à bien sentir les trucs. Qu'est-ce qu'il me fait faire d'autre? Il me fait parler, il me fait lire, pour voir si j'ai pas... si j'arrive toujours à parler correctement, etc. Il me dit, oh non, c'est juste un petit coup de chaleur, vous inquiétez pas, ça va passer, rentrez chez vous. Ok, pas de problème, mais je me sentais toujours bizarre. Et là, à partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à penser moi, et j'étais, mais putain, mais j'aurais pas fait un AVC. Et là, je me disais, ouais, quand même, un AVC, j'ai perdu mon tonton d'un AVC il y a des années de ça, à l'époque où est-ce que j'avais... 17 ans, mais du coup, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Et là, j'ai fait, ouais, mais non, un AVC, genre, où ça te tue, ou vraiment, genre, tu peux plus marcher, vraiment, t'es complètement aphasique. Moi, c'était ça pour moi, l'AVC. Mais, mine de rien, je l'avais quand même dans ma tête. Et voilà, je me sentais toujours extrêmement bizarre. Donc les jours passent, les semaines passent, ça va toujours pas mieux, j'ai toujours des vertiges, j'ai toujours du mal à marcher, j'ai toujours des maux de tête. Donc du coup, ma belle-mère décide de me ramener chez le docteur parce que moi je n'y vais pas de moi-même, je ne sais pas pourquoi je n'y vais pas de moi-même. Ma belle-mère décide de me ramener chez le docteur et là le docteur me dit non mais c'est pas normal, écoutez, vous partez aux urgences. Parce qu'en fait le truc qu'il y a c'est que partout où je marchais, j'avais tout le temps la tête qui tournait. Donc je me tenais au mur, j'arrivais plus à marcher. J'étais devenue un zombie du jour au lendemain. Je me souviens, je ne mangeais même plus à table, tellement que j'avais la tête qui tournait. J'étais seulement dans mon bureau et j'étais à fond dans mon travail et à regarder des vidéos pour que vite, en fait, essayer de m'occuper l'esprit, pour essayer de pas y penser à tout ça. Je sais pas pourquoi, vraiment. Donc ma belle-mère décide de me ramener à un docteur et en fait je lui dis écoute je ne veux plus aller au docteur où est-ce qu'on a été la première fois, il m'a pas prise au sérieux, j'aimerais aller chez ce docteur là. Donc elle me dit ok on y va. Donc on va chez ce docteur là et là ce docteur il me dit bon là sur le plan physique ça va à part une petite tension mais moi ça m'inquiète parce que ça fait plusieurs semaines que ça vous dure, écoutez allez à l'hôpital. Ben, du coup on va à l'hôpital et en fait à l'époque vraiment vous alliez aux urgences et vous attendiez des heures et des heures. On va aux urgences de l'hôpital et on a attendu 6 heures, puis j'ai eu des prises de sang, j'ai eu des prises de sang, j'ai eu un truc pour le cœur, on m'a regardé au niveau de la tête, des réflexes, etc. Et on m'a fait une perfusion de Tanganil. Alors le Tanganil c'est un médicament pour les vertiges, qui n'a absolument rien fait. Et là en fait on a commencé un peu à me houspiller, on va dire ça comme ça, en disant bon madame, enfin voilà quoi, écoutez, nous on n'a rien, je pense que vous faites une crise de panique. Moi j'étais là, crise de panique, je n'avais jamais fait de ma vie, j'avais aucune angoisse à cette époque-là, je faisais aucune crise d'angoisse, aucune crise de panique, et moi j'étais là, ben non en fait genre, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas vraiment, genre je connais mon corps, je suis quelqu'un qui écoute énormément mon corps, et là je lui dis écoutez, je dis pas le mot AVC, je dis, mais c'est comme si j'avais un truc qui m'avait pété dans le cerveau, je fais, et depuis, je dis, je ne vais pas bien, mon corps ne va pas bien, j'ai un problème. Donc du coup il faut, bon allez, écoutez, vous rentrez chez vous, on vous fait un nom et puis vous allez voir un neurologue. Ok, pas de problème, je vais voir un neurologue. Donc je prends un rendez-vous et je crois que j'arrive à avoir un rendez-vous quand même assez rapidement parce que justement c'était les urgences qui m'avaient prescrit. Mais vous voyez déjà en fait dès le début, il n'y a aucun suivi. C'est-à-dire j'ai vu un premier docteur, ensuite un deuxième docteur, puis après les urgences et là un neurologue qui est prescrit par les urgences. Donc déjà dès le début, regardez c'est important pour la suite, c'est important pour la suite, vraiment là il n'y a aucun suivi. Donc je vais voir le neurologue, je lui explique ce qui se passe, tout ça, le neurologue pas plus affolé que ça, il me dit ah bah ok, sachant que entre mon rendez-vous chez le neurologue et l'attente, ça va un peu, en fait il y a des jours avec et il y a des jours sans, mais ça va un peu mieux. Donc du coup, je lui explique tous mes symptômes, le fait que quand je marche, ben, j'ai ma jambe qui accroche, des fois je perds l'équilibre, j'ai la tête qui tourne, que peu importe que je sois assise ou debout, genre j'ai ces symptômes vraiment de vertige, mais juste de mon corps. Et je lui dis aussi que quand j'ai eu cette espèce de truc dans mon cerveau, c'est comme si j'avais été en décalé, en fait, c'est-à-dire que ma main bougeait, mais genre c'est comme si j'avais des secondes de retard sur ma conscience du fait que j'avais bougé ma main. Donc lui, il panique pas. Il panique pas. Il me dit, ok madame, bon ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire, mais nous allons faire un IRM.
je sais pas du tout ce que c'était un IRM, j'avais jamais fait d'IRM de toute ma vie. Je regarde sur internet et là je dis putain, il faut que j'aille dans un tube comme ça, la tête la première, mon dieu. Donc là j'avoue, ça me stressait un peu parce que j'aime pas trop les espaces clos ni rien. Et je fais bon ben ok, allons faire un IRM. Donc j'arrive à avoir l'IRM encore une fois assez rapidement. Et je me présente ce jour-là à l'IRM. Donc là j'avais quand même un peu de stress et d'angoisse. Normal, genre vous êtes quand même toujours plus ou moins stressé. Et donc du coup je devais faire, vous savez là, une piqûre d'iode pour pouvoir avoir, pour qu'on puisse bien voir en fait au niveau de ma tête. Je sais pas, je crois que c'est de la radio. Non, c'est de l'iode, c'est pas de la radioactivité, c'est de l'iode. Et donc on arrive. Un personnel affreux, mais affreux, méchant, pas agréable. Ils me foutent sur le truc, je leur explique, c'est la première fois que j'ai fait un truc et je sais pas, ils essaient de me rassurer quelque chose. Ils en ont rien à foutre, rien à foutre. Ils m'allongent sur le machin, ils me folent le truc, donc ils me folent le cathéter là avec le truc et ils me disent on va d'abord faire des images sans et après on revient, on fait l'injection, on fait des images avec. Ok. Donc j'y vais la tête la première, donc bon j'avais le souffle quand même qui était bien haut, on m'engueule parce que je respire trop fort, donc j'essaye de me calmer, on me fait une première imagerie du coup au niveau de mon cerveau, et j'avais une poire dans la main, une poire d'urgence on appelle ça, c'est-à-dire que si ça va pas ou quoi au pendant l'examen, en fait vous pouvez appuyer sur cette poire. Et en fait moi du coup j'étais complètement dans le truc, donc je vois rien en fait, et en fait je vois juste une ombre qui arrive, et un mec qui me dit, il me sortent pas, et un mec qui me dit je vous fais l'injection. Et là, il me fait l'injection. Une sensation de froid et d'engourdissement dans tout mon bras gauche et une douleur dans mon cerveau. Un mal, et la tête qui repart, qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et là, j'appuie sur la poire et je suis là en train de me dire putain, je refais mon truc qui pète dans ma tête. Et j'appuie. Oh pardon, excusez-moi, ça m'émeut un peu. Pour la personne que j'étais à l'époque, qui vraiment a eu très peur. Là vraiment je me suis vue mourir, j'ai dit c'est pas possible. Et j'appuyais sur cette poire et j'appuyais, je me sentais tellement seule au monde. Il a peut-être mis 5 minutes à arriver l'infirmier. Il m'a engueulé en me disant mais ça va pas, arrêtez de bouger, on a bientôt fini et tout. Et moi j'étais là mais arrêtez, mais j'ai mal, il y a un problème, j'ai un problème dans mon cerveau, arrêtez s'il vous plaît, faites-moi sortir. Je lui fais ça va pas, je pars. Donc il m'engueule, je me tais, je dis plus rien et j'essaye de respirer. Et là en fait je pense du coup à l'époque au papa de mon fils, voilà, on était en couple tout ça, je pense à ma famille et je me dis allez t'inquiète pas, ça va aller. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est toi qui commences à t'angoisser, tu sais pas ce que c'est, fais leur confiance, c'est des docteurs, etc. Et donc je sors de cette IRM. Donc je fonds en larmes, j'attends dans cette salle d'attente. Et là, d'un coup, j'entends quelqu'un du personnel médical. Ah non, mais elle repart pas. Elle part directement voir son neurologue d'urgence. Elle repart pas là, je la fais pas repartir avec ce qu'elle a dans la tête, c'est hors de question. Et là, j'étais assise dans la salle d'attente et j'ai dit, c'est de moi qu'elle parle. Donc je me lève, j'y vais, et là elle me fait, Madame Gadiou, et là je fais, oui. Elle me dit, vous partez pas, elle me dit, vous allez voir tout de suite votre neurologue en urgence. Elle me dit, vous avez... une boule dans la tête quoi, genre moi je fais ben ok. Donc je sors, je fonds en larmes, je dis écoute on peut pas, je dis au papa de mon fils, je dis écoute je suis désolée, on peut pas repartir à la maison, il faut que j'aille voir mon neurologue d'urgence, ils m'ont trouvé quelque chose dans le cerveau et c'est grave. Donc du coup je repars à l'hôpital qui est juste à côté et là mon neurologue en vacances. Voilà, allez, ciao, bonsoir, salut. Donc, voilà, mon neurologue n'était pas là, il était en vacances, sa remplaçante n'était pas là, voilà, il y avait personne. Et les secrétaires, elles me disent, donc j'arrive et je leur dis, je suis désolée, mais en fait, j'arrive de l'IRM, on me dit que c'est très urgent, que c'est grave, qu'il faut que je voie un neurologue d'urgence. Ah, mais non, mais de toute façon, nous, on a personne avant 15h, hein, écoutez, repartez chez vous et revenez, hein, Et moi je fais, vous êtes sûr? Je dis parce que là vraiment ça va pas, appeler l'IRM, faites quelque chose. Non, vous inquiétez pas, revenez à 15h, elle vous prendra. Donc je redescends, et là le papa de mon fils me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, tu devais pas aller voir... Ben je dis, ben il est pas là, il y a pas de neurologue, il y a rien, il y a personne. Je dis, on m'a dit de rentrer à la maison. Donc le père de mon fils qui s'effondre, qui pleure, on pleure, allez hop, c'est grave, je vais mourir, voilà. Clairement, on était dans cette optique-là, genre il y a quelque chose qui va pas.
Donc du coup, je rentre chez moi, donc il y avait toujours mes beaux-parents, donc je leur raconte ce qui se passe et tout. Et là, je vois sur le compte rendu malformation artério-veineuse, AVC, enfin non, en fait, je vois malformation artério-veineuse. Voilà ce que je vois. Et moi, je suis là, qu'est-ce que c'est? Et du coup, j'ai la bonne idée d'aller voir sur internet, qu'est-ce que c'est? Donc qu'est-ce qu'une malformation artério-veineuse? En fait, c'est quand vous avez une artère qui fonctionne, enfin, vous voyez, les artères, en fait, ce sont des grosses veines avec beaucoup de pression, etc. Les veines, ce sont des plus petits trucs avec beaucoup moins de pression. Sauf qu'en fait, moi, j'ai ma malformation qui fait que mon artère est collée à ma veine et qui fait que dans ma veine, en fait, il y a autant de pression que dans une artère, ce qui fait que la veine, elle a gonflé. Et en fait, ça me fait une boule de pression dans le cerveau. Mais en mode vraiment, j'ai une pression dans le cerveau et à tout moment, ça peut péter. Donc, je commence à paniquer. Et là, je me dis, bon, ben c'est bon. Genre, je sais ce que j'ai fait un AVC. Mais vraiment, littéralement, j'ai fait un AVC. Donc, du coup, à 15h, on repart chez la neurologue. La neurologue, elle me prend. Écoutez, en détente. Mais en détente, la meuf, le sourire, tout ça, elle ouvre, me dit, oh, mais ça va, c'est pas grave, ça, calmez-vous. Vous savez, hein, si vous êtes là, hein, c'est pas par rapport à ça, hein. C'est surtout comme vous recherchez pour voir si vous aviez pas la sclérose en plaques, parce que tous vos symptômes, elle me dit que ça. Ben alors là, je suis là, genre, en mode, mais... Quoi? Vraiment, littéralement, je suis là, genre... Ok, donc j'ai pas la sclérose en plaques, c'est cool. Mais ça, c'est quoi? Je lui dis, moi... Mais non, j'ai été beaucoup plus calme, j'étais jeune à l'époque, j'étais beaucoup... moins entre guillemets, vous voyez. Donc du coup je dis mais ouais mais moi je comprends pas, la dame de l'IRM elle m'a dit que c'était grave, que c'était urgent, tout ça, qu'il fallait que je revienne vous voir, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là elle me dit oh ben écoutez, je vais attendre que mon confrère revienne de vacances, on vous appelle. Et là, je lui dis, mais ouais, mais en attendant, je fais quoi avec ce que j'ai dans la tête et avec tous mes symptômes, mes vertiges, le fait que je trébuche tout le temps, je dis, parce que c'est hier. Oh, vous devez avoir un peu d'angoisse, vous devez vous stresser. Écoutez, je vais quand même vous prescrire un truc cardiaque, là, pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau du cœur. Et vous allez aussi faire un test pour la tension, pour voir si c'est pas juste des chutes de tension qui fait que ça ne va pas. Donc moi, j'étais là, ok. Non, ben, j'y vais. Donc... J'ai ma malformation artério-veineuse. Il y a quelqu'un qui a paniqué en me disant que c'était grave et que je n'y retournerai pas. Il y a une remplaçante neurologue qui ne sera plus là à mon retour qui m'a prescrit un cardiogramme plus un test avec une chute de tension pour savoir si j'ai pas des problèmes de tension. Ok, je prends un rendez-vous chez le cardiologue. Le cardiologue, il me regarde un peu genre en mode mais qu'est-ce que vous faites là? Genre vraiment, genre je comprends pas pourquoi vous êtes là. Donc je fais mon électrocardiogramme, impeccable, aucun problème au cœur. Dans le doute, il décide de me faire une échographie cardiaque pour voir si j'ai pas un problème au niveau de la aorte ou du cœur. Pareil, tout va bien, impeccable. Ensuite, je vais voir un autre docteur pour me faire le truc de la chute de tension. Donc en fait, c'est vous êtes incliné, vous êtes sur un banc incliné comme ça, après on vous met tout droit et on regarde pour voir si vous avez pas des problèmes, vous savez, la tête qui tourne. Quand vous vous levez trop vite, des fois vous avez la tête qui tourne, mais en fait c'est un peu ça qu'ils essayent de rechercher. Et ensuite, à la fin, on vous met un pchit sur la langue qui vous fait descendre la tension et on regarde pour voir si vous tombez dans les pommes ou pas. Et je sais que l'infirmière, en fait, elle avait peur que je tombe, donc du coup elle me tenait et tout, et là je fais non, vous inquiétez pas, je fais, si j'ai une chute de tension, genre je tombe pas dans les pommes, genre je tombe pas dans les pommes, je suis tombée à 6 de tension et j'ai pas perdu connaissance, vous voyez. Là, j'étais fière de moi. Donc du coup, pas de problème de tension, ok. Donc, voilà. Encore une fois, vous voyez, pas de suivi. C'est-à-dire que c'est une neurologue qui était remplaçante, qui m'a prescrit ces trucs, mais pas de suivi. Voilà, il n'y a pas de suivi, c'est terminé, elle est partie, voilà. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, du coup, mon neurologue me rappelle et me dit, écoutez, j'aimerais vous voir. Moi, je lui dis, allez, ça y est, c'est bon, on va enfin savoir ce qui se passe, tout ça. Et là, il me reçoit au cabinet, il me dit, bon, je vais vous faire un traitement de fond pour vos migraines. Et là, il me file des comprimés à prendre tous les jours pour les personnes qui sont des crises d'épilepsie. Moi, je suis là, en mode, mais moi, c'est pas pour ça que je viens. Il me dit, et puis écoutez, moi, je comprends pas trop votre cas. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais appeler mon professeur qui est à l'université de Toulouse, et puis vous allez aller le voir lui. Bah, ok. Donc, du coup, me voilà devoir partir à Toulouse pour faire des examens complémentaires, voir ce professeur-là et refaire des IRM. Et donc, du coup, je fais ok. Les semaines passent, les mois passent, parce que là, ça fait déjà plusieurs mois, on est, je dirais, fin de l'automne, début de l'hiver. Mes symptômes vont un petit peu mieux, j'ai moins de vertige, mais je commence à faire des crises d'angoisse, et là, en fait, je me rends compte de ce que c'est les crises d'angoisse. Parce
Parce qu'en fait, je me rends compte en fait, qu'on me balade. Je suis prise au sérieux nulle part et je commence à angoisser sur ce que j'ai dans ma tête. Personne ne m'a rien expliqué. On me balade à droite, à gauche. On me dit un coup que c'est grave, puis après au final on prend ça à la légère. Moi, je suis déjà morte dans ma tête. Le papa de mon fils me voit déjà morte dans les prochains mois. Ça ne va pas, personne ne va bien, et là je commence à faire des crises d'angoisse, et c'est les premières crises d'angoisse de toute ma vie que j'ai eues, et qui ont été enclenchées du coup par toute cette errance médicale, et le fait qu'on ne m'a jamais rien expliqué. Donc du coup, nous voilà quelques mois plus tard, j'arrive enfin à l'hôpital de Toulouse. Je tombe par contre sur des infirmiers adorables parce que je reste traumatisée de mon dernier IRM et je leur explique. Je leur dis que j'avais eu très mal quand j'avais fait mon injection, tout ça. Ils sont assez étonnés parce qu'effectivement, on peut avoir une sensation de froid au niveau du bras à l'injection, chose qui est tout à fait normale. Mais ils sont quand même étonnés de tout ce que j'ai eu après cette injection-là, donc ils me rassurent, ils me disent que ça va aller, tout ça, adorable. Donc je fais mon IRM déjà, l'IRM, je suis allongée dans le truc et en fait vous avez un miroir à l'intérieur de l'IRM pour pouvoir voir à l'extérieur avec un petit filet d'air, c'est topissime par rapport à le premier auquel j'avais fait. Donc rien que ça déjà, ça rassure. Quand ils me font l'injection, ils me sortent, l'infirmier, il me l'a fait l'injection en plusieurs fois et vraiment aucune douleur, rien du tout. Je continue mon examen, tout se passe bien. Et là je sors et puis je suis appelée par ce fameux professeur qui me prend les stéthoscopes, me le passe sur la tête. Et là me dit: ah oui, effectivement, il y a une petite, il y a un acouphène pulsatile. Et effectivement, un autre des symptômes que j'avais depuis que j'avais fait cette espèce de truc qui m'avait pété dans l'oreille, c'est un acouphène pulsatile. C'est-à-dire que dans mon oreille, ça faisait l'oreille qui se bouchait totalement et ça faisait et hop, je réentendais. Ça se rebouchait et ça faisait hop, ça se redébouchait. Ça a duré des mois et des mois, ça me rendait complètement chèvre. En plus d'avoir tous mes symptômes, j'avais ça. Et donc du coup, ce professeur me passe son truc là sur le truc et il me dit effectivement, il y a un acouphène pulsatile, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait pression dans la tête. Et là, il sort mon IRM et il me dit: mais il n'y a rien. Sur votre cerveau, il n'y a rien. Et là, je dis: ben ouais, mais l'IRM que j'ai fait il y a quelques mois, il y avait ça. Il me dit: ben ça y est plus. Non, moi je fais: ok, donc c'est une bonne nouvelle, je suppose. Et là, il me dit: oui, il me dit: ben écoutez, vous pouvez rentrer chez vous. Il me dit: mais par contre, il me fait, moi je pense vraiment que juste vous faites des crises d'angoisse. Et là, je dis: mais c'est pas possible. Je fais: effectivement, je dis, je fais des crises d'angoisse depuis quelque temps. Je lui dis: mais avant, c'était pas des crises d'angoisse. Il y a vraiment un truc qui s'est passé dans ma tête. Donc j'insiste. Et il me dit: écoutez, on va faire toute une batterie de tests pour voir de nouveau au niveau de mon équilibre, etc. Voir s'il y a quelque chose. Parce que là, sur mon cerveau, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc on refait toute une batterie de tests, etc. Et puis tout est plutôt concluant, à part que j'ai un équilibre qui est complètement précaire. Mais ça, encore une fois, c'est malheureusement à cause de mes oreilles. Donc voilà, du coup, je commence à faire semblant. Et là, je dis que ça va. Je dis que ça va, je dis que j'ai plus de nouveau, que j'ai plus trop de vertige, ni rien. Bon, on n'y croit, n'y croit pas. Je crois qu'en fait, on était tous un peu contents déjà que j'ai plus mon truc dans le cerveau. Et en fait, je crois qu'on fait tous aussi un peu semblant, du coup, et on se rassure en se disant: ouais, allez, vas-y, elle a plus ce truc dans le cerveau. Donc en fait, si elle a plus, ça va. Voilà. On fait un peu tous semblant et on est tous un peu contents qu'on fasse semblant. On met un peu un mouchoir là-dessus. Et moi, je vis toujours avec ces symptômes-là, de vertige, de jambes qui accrochent. J'essaye de revoir un docteur entre-temps quand même pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Puis on me dit: non, là vraiment, il faut aller voir un psy. Madame, vous avez rien. Enfin, voilà, c'est des crises d'angoisse, tout ça. Et là, en fait, je sombre dans une espèce de tunnel pendant 1 an où je ne sors plus chez moi. Pendant 1 an, je reste enfermée chez moi, je ne vais plus faire les magasins, je ne conduis pas. Pendant 1 an, je ne fais que travailler à mon bureau, je ne sors même plus dans mon jardin pour vous dire à quel point ça va pas. Je pense que cette époque-là, je pense que c'est une dépression que j'ai faite. Et puis c'est surtout que j'avais toujours malgré tout les symptômes. Alors il y avait des jours où ça allait, il y avait des jours où ça allait pas.
Il y avait des fois où est-ce que je me levais le matin, je n'avais aucun vertige, ni aucun symptôme, du coup je passais mes journées un peu normalement. Puis le lendemain, je me relevais, rebelote, j'avais des vertiges, ou alors de la pression dans les oreilles, ou alors je m'accrochais le pied, ou j'avais du mal avec ma main droite, voilà. Donc je faisais ma vie, tout ça. Puis après, entre-temps, avec le papa de mon fils, on avait déménagé en ville, et puis on a décidé du coup de faire un enfant. Je suis tombée enceinte, et puis quand j'étais enceinte, vraiment, ça allait. Bon, après, j'avais une grossesse qui était très médicalisée, parce que j'avais placenta prévia, rien de grave, mais c'était juste qu'il fallait que je sois allongée. Et donc, du coup, cette période-là, je crois que ça a été une des périodes où est-ce que j'ai eu le moins de symptômes, parce que déjà, j'étais tout le temps allongée, et surtout, j'étais ultra médicalisée. Donc, je pense aussi que ça me rassurait d'un côté, et en fait, l'angoisse augmente les symptômes, et vu que du coup, j'avais moins d'angoisse, ben, j'avais moins de symptômes. Donc, c'est vrai que c'était plutôt cool pour ça. Puis après, les premières années de mon petit garçon, ça allait, impeccable, aucun problème. Je vivais, en fait, j'avais appris à vivre avec mes mots, j'avais appris à adapter mes journées. Je me disais, bon, de telle heure à telle heure, je dois sortir, donc en fait, je vais faire en sorte, par exemple, d'avoir la poussette pour pouvoir me tenir, pour si jamais j'ai un vertige ou une perte d'équilibre, je puisse me rattraper quelque part. Et voilà, on a vivoté comme ça, comme si... voilà. Et du coup, à la séparation avec le papa de mon fils, je décide en fait de faire un bilan entre guillemets, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de prise de sang, tout ça, pour regarder si j'avais pas de carence, parce que j'ai tendance à avoir des carences. Non, mais alors j'ai une petite santé, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a une petite santé. Je tombe quand même très facilement malade, et du coup c'est pour ça que j'aime bien quand même avoir un suivi à peu près. Sauf que j'étais complètement traumatisée des docteurs qui ne me prenaient pas au sérieux, qui m'avaient traité de folle. Voilà, en toute honnêteté, c'était clairement ça. Que du coup en fait j'avais cette phobie médicale, et ça pendant longtemps en fait je n'ai pas été voir de docteur, et là je me suis dit putain, quand même il faudrait quand même que je fasse un bilan, quoi, au moins pour voir si ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de prise de sang, tout ça. Donc du coup mon fils avait 5 ans à l'époque, 5 ans. Donc du coup je fais tout ça, et la prise de sang revient nickel, et là c'était encore un nouveau docteur. Je décide en fait de parler de ce qui s'était passé avant la naissance de mon petit garçon. Et là elle me dit, bon écoutez, effectivement c'est vrai que là il y avait un truc, là il n'y a pas de truc, ce serait peut-être bien de faire un bilan, donc je vais vous prescrire un scanner. Donc un scanner, c'était encore un autre appareil. Donc là je vous parle, donc j'avais 25. Non, mon fils avait 5 ans. Attendez, je suis en train de faire mes calculs de maths. Donc j'ai eu mon truc à 25 ans. 3 ans plus tard j'ai eu mon fils, donc ça fait 4 ans. Et 5 ans, donc ça faisait 9 ans. 9 ans après, en fait, je décide de refaire, d'aller voir un docteur, et pour faire tout ce qui est les bilans, prise de sang, etc. Donc tout revient bien. Mais je lui parle de ce fameux truc que j'avais eu, et je lui dis, écoutez, voilà ce qui s'est passé, est-ce qu'il faudrait pas faire quelque chose, tout ça, parce que j'ai quand même encore parfois des vertiges, des trucs comme ça, et la toubib, une nouvelle toubib que je ne connaissais pas, me dit, bon ok, on va faire un scanner. Et là, en fait, on fait un scanner, et puis le verdict est tombé. Et là, on me dit, mais madame, vous avez fait un AVC. C'était un micro-AVC, mais vous avez fait un AVC. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas la technologie pour le comprendre et le voir, et surtout, on ne vous a pas pris au sérieux. Donc elle me dit, en fait, tout ce que vous avez, tous vos symptômes que vous avez eu pendant toutes ces années, c'était dû à un AVC. Elle me dit, et en fait, la malformation artério-veineuse que vous avez sur votre premier IRM, c'est probablement un deuxième AVC qui allait arriver, mais qui s'est résorbé parce que ça peut arriver. Elle me dit, mais le premier AVC que vous avez eu, votre micro-AVC, c'était une alerte pour cette boule que vous aviez dans le cerveau, qui s'est résorbée naturellement. C'est pour ça que sur la deuxième image, vous ne le voyez pas, mais vous avez eu un mini AVC. Et là, en fait, j'ai fondu à larmes. Et là, j'ai envoyé un message au papa de mon fils, on était séparés à cette époque-là. Et là, j'ai envoyé, je lui ai dit, tu te rappelles quand ça allait pas, tout ça, que ça t'a fini par t'énerver, parce que ça a mis beaucoup de tension dans mon couple, cette histoire-là. Parce que j'étais plus bonne à grand chose, ça a mis beaucoup de tension. Je pense que c'est une des raisons aussi qui a fait que j'ai commencé à m'éloigner du papa de mon fils. Je pense que vraiment dans notre couple ça a été une étape qu'on n'a pas réussi complètement à surmonter. Et qui a, bon après il y avait d'autres problèmes, hein, mais ça a quand même fragilisé notre couple, en toute honnêteté. Et du coup j'ai envoyé un message et je lui ai dit, tu vois, j'étais pas folle, j'avais vraiment eu quelque chose. Et là je lui dis, j'ai fait un mini AVC. J'en viens de me le découvrir là maintenant. Bon, voilà. Du coup, j'avais enfin mon diagnostic. Je sais pas quoi dire d'autre.
j'étais pas folle. Et en fait, on m'a rendue folle. Et à partir de ce moment-là, toute cette période-là, c'est à partir de là où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, à avoir des problèmes de sommeil, alors que c'était quelque chose que je connaissais pas avant. C'était quelque chose que je connaissais pas avant, et puis c'est quelque chose aussi qui a énormément impacté ma confiance sur les médecins, sur le fait qu'on me croyait pas, et encore à l'époque j'avais perdu beaucoup de poids, donc il y avait pas tout ce truc de perdre de poids madame. C'était très difficile, c'est une période très difficile de ma vie qui m'a beaucoup traumatisée, j'avais beaucoup de colère pendant très longtemps. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que ça va mieux. Mais je garde quand même des séquelles et du coup quelles sont les séquelles et quelles sont les conséquences sur mon quotidien aujourd'hui. Alors ça va bien, je vis bien, j'ai pas de problème d'élocution, ni de paralysie, ni quoi que ce soit, mais encore aujourd'hui j'ai parfois tendance à trébucher et en fait je me suis aussi rendu compte que j'avais une perception en fait de mon espace qui était différent. C'est-à-dire que non mais là je rigole hein, parce que déjà j'ai des bleus partout, je me coigne tout le temps partout parce que j'ai l'impression que je suis loin mais en fait je suis proche. Et quand par exemple vous voyez genre j'ai mon couloir comme ça et ma porte d'entrée pour rentrer dans le bureau, ben des fois je tourne trop tôt et je me prends la porte dans l'épaule. Non mais je rigole parce que c'est marrant, voilà, on en rigole avec mon amoureux et avec mon fils en mode ah, maman s'est encore cognée parce qu'on entend je peux aïe. J'avoue c'est rigolo, puis des fois je suis là genre putain mais j'ai un bleu mais j'ai fait ça comment, oh tu t'es cogné, allez c'est bon on a compris. Et du coup j'estime m'en être totalement remis physiquement, même si voilà j'ai gardé un petit peu des problèmes d'équilibre etc. Et la seule chose que ça a vraiment entamé c'est vraiment ma confiance envers le corps médical, mais qui aujourd'hui est en train de se guérir. C'est aussi je pense pour ça que je fais cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que ça va faire depuis plusieurs mois du coup que j'ai une sciatique que j'ai laissé traîner sur l'impulsion de mon chéri, de mes parents et de ma belle-mère en fait. Tout simplement on m'a forcé à aller chez le docteur et à entamer toute une démarche pour savoir mais qu'est-ce qui se passe quoi, comment ça se fait que cette sciatique ne guérit pas malgré les corticoïdes, les antidouleurs, tout ça. Donc du coup, j'ai entamé toute une démarche, je suis tombée sur des médecins qui étaient hyper bienveillants, j'ai repassé des examens, j'ai repassé des IRM, on a découvert une RNI, on a été adorable avec moi, on m'a soutenue, on m'a accompagnée, là il me reste encore quand même un IRM à faire et ensuite je ne connais pas la suite du protocole, mais tout est suivi. Tout est analysé, il n'y a pas de un examen par-ci, un examen par-là, mais il n'y a pas de suivi derrière parce qu'il n'y a aucun personnel qui parle avec d'autres personnels, enfin d'autres professionnels. Et vraiment, mais ça me fait tellement du bien de vivre ça et je pense que ça guérit mon moi de 25 ans qui était dans une errance médicale pas possible. Je sais qu'aujourd'hui, les errances médicales, ça existe encore et qu'il y a encore des gens qui sont coincés là-dedans, mais malheureusement, ça arrive. Ah oui, j'ai envie de vous dire, il y a plein de choses que j'ai oublié de vous dire, mais moi j'avais été voir un autre docteur et il m'avait fait, mais vous savez madame, non mais c'est vous, c'est dans votre tête, parce que si c'était grave, vous seriez déjà morte. Voilà le genre de, parce que je suis retournée plusieurs fois aux urgences à cause de mes crises de vertige, etc. Et voilà ce qu'on me sortait, Si c'était grave, madame, vous seriez déjà morte, maintenant rentrez chez vous et on voulait me foutre sous antidépresseurs. Et moi j'étais là, mais non, il y a un truc dans mon cerveau. Bref, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop décousue, ça va faire plus de 30 minutes maintenant que je papote, et j'espère qu'elle sera... En fait c'est juste mon témoignage, voilà, je sais pas s'il y a vraiment un but, mais si vous êtes dans ce passage de vie là, sachez qu'on finit toujours par trouver quelque chose et ça vous soulagera, et surtout faites-vous confiance, et si un médecin ne vous croit pas, trouvez-en un autre jusqu'à ce qu'il vous croie et qu'il vous prenne au sérieux et pas qu'il vous dise ouais vous êtes folle, etc. Moi je pense que ça a été mon erreur de pas oser aller voir d'autres docteurs jusqu'à ce que vraiment ça soit pris au sérieux, parce que j'osais pas, j'étais jeune, j'avais pas envie d'embêter plus ma famille que ça, parce que j'étais devenue complètement dépendante d'eux, je ne pouvais plus conduire ni rien, c'était vraiment devenu n'importe quoi. Et du coup, vraiment, n'hésitez pas à aller voir d'autres docteurs, d'aller demander d'autres conseils, aller voir d'autres professionnels de santé, et vraiment, voilà,
vous faites pas traiter de fou, de folle, écoutez votre corps, il y a que vous qui connaissez votre corps. Et j'en voudrais vraiment toujours à ce toubib là, vraiment, qui m'ont vraiment prise pour une folle alliée, qui faisait juste de la dépression, des crises d'angoisse, alors que dans ma vie tout allait bien, et je vois pas pourquoi est-ce qu'en fait je me serais moi-même fait des crises d'angoisse d'un coup d'un seul. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu malgré tout. C'est bizarre de dire ça comme ça. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez, si vous avez eu ce genre de choses là, si vous connaissez des gens qui ont eu ce genre de choses là. Et surtout écoutez-vous, écoutez votre corps, et n'hésitez pas à aller voir plusieurs personnes jusqu'à ce qu'on vous croie. Vraiment, je crois que ça va être ça la conclusion de cette vidéo. Je suis désolée, j'ai rien écrit, c'est vraiment tout sorti comme ça. Bref, j'arrête de parler, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo beaucoup plus légère, et surtout le mois prochain les vlogmas. Hâte.